Il me revient maintenant le plaisir de vous présenter notre oratrice. Je l'ai dit, Madame Yamina Saeb a contribué fortement au 6e rapport du GIEC. C'est elle qui a introduit cette notion de sobriété. Elle est également docteure en ingénierie énergétique, enseignante aussi à Sciences Po à Paris. Et puis, c'est surtout une vision engagée, ferme, forte, inspirante aussi. Pour elle, il ne suffit pas de changer ses habitudes, il faut un changement radical, une métamorphose de notre société. Je vous invite à accueillir chaleureusement Madame Saeb. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici parmi vous car vous êtes les décideurs qui pourraient mettre ou ne pas mettre la sobriété au menu des politiques que nous avons dans nos pays. Alors, mais avant d'arriver à la sobriété, je voudrais d'abord vous parler un petit peu de l'état de la planète. Et pour ça, je vous ai apporté un graphe qui résume à lui tout seul les 7 années des travaux du GIEC, le GIEC étant le groupe intergouvernemental des experts pour le climat. Maintenant, on est au 7e cycle. Là, c'est un graphe qui vient du 6e cycle qui s'est terminé en 2023. Dans le GIEC, il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui travaille sur la science du climat, un groupe sur l'adaptation, un autre sur l'atténuation. Moi, je viens dans l'atténuation, sur les solutions. Et donc, dans ce graphe-là, ce qu'on voit, vous regardez d'abord la partie haute. La partie haute, chaque barre représente l'augmentation de la température moyenne sur la planète Terre depuis le début de l'ère industrielle. L'ère industrielle a commencé un petit peu avant 1900, mais en fait, le graphe commence en 1900 parce que c'est à partir de ce moment-là que nous avons suffisamment de mesures un peu partout dans le monde. Et donc, on voit qu'au début, c'était bleu, ça commence à verdir un petit peu. Et plus on se rapproche de notre époque, plus on arrive en 2020. La barre que vous voyez en verticale, c'est 2020, parce que les travaux du GIEC, le travail scientifique s'est arrêté en 2020. Et là, vous voyez que c'est du orange, plutôt orange-rouge. Alors, on peut se dire, et à ce moment-là, on était à 1,0509 d'augmentation de la température moyenne. Donc, il faut toujours garder que c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des endroits où la température est beaucoup plus élevée. Donc on peut se dire, nous qui sommes aujourd'hui sur la planète Terre, ça fait partie de notre héritage, peu importe en vérité le rôle que l'on a joué, on va tous subir les impacts de l'augmentation de la température. Là où on commence à devenir responsable, c'est après 2020, en vérité, après 2025 aujourd'hui. Et ben, à partir de là, tout ce que vous voyez sur cette partie-là, c'est ce que nous décidons collectivement. Donc j'insiste sur le collectif. La partie haute qui est grenat, c'est la température, l'augmentation de la température sur la planète Terre d'ici la fin du siècle. Donc on parle toujours par rapport à la fin du siècle. Et avec les politiques actuelles, la partie haute que vous voyez, c'est avec les politiques actuelles, on serait autour de 3 degrés. À ce moment-là, quand nous on avait fait le calcul, on était un petit peu en dessous de 3 degrés, mais la mise à jour de ces calculs montre qu'on serait un petit peu au-delà de 3 degrés avec ce qu'on a aujourd'hui, ce qui a été décidé aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive à 3 degrés de réchauffement moyen sur la planète Terre d'ici la fin du siècle, ça veut dire qu'entre-temps, entre maintenant où on est à un peu plus de 1,5 et les 3 degrés, entre-temps, on aura tué tous les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. La planète Terre va continuer, mais il est peu probable que l'humanité puisse continuer. J'entends souvent les activistes dire « je veux sauver la planète », etc. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, il faut sauver l'humanité de l'humanité. C'est ça le défi, en fait. Et ensuite, vous avez la partie basse. La partie basse, c'est celle qui nous mettrait dans ce qu'on appelle l'objectif du 1,5 de l'accord de Paris. Donc, vous voyez, la partie basse, ce n'est pas comme avant 2020, mais ça restera vivable. Donc, il y aura beaucoup d'endroits sur Terre qui ne vont plus être vivables, mais en gros, ça restera vivable. Ça sera dur, mais vivable. Ce qui était très intéressant avec ce graphe-là, avec la partie haute, c'est qu'au moment où il avait été fait, une collègue l'avait transmis à des journalistes, et des journalistes de France 2 m'ont appelé pour me dire « est-ce que vous pouvez nous expliquer ce graphe? On n'a rien compris. » Nous, on pensait que le graphe était très clair. Donc, c'est toujours très intéressant de voir cette différence entre ce que les scientifiques considèrent comme compréhensible et ce qui est vraiment compréhensible. Et donc, nos collègues du service de la com, du GIEC, ont rajouté la partie basse, où en gros, ils ont humanisé la science du climat. Et la partie basse, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Ce que vous voyez, les petits bonhommes en bas, la première horizontale, ça c'est la génération de nos aînés. Dans mon cas, c'est la génération de ma mère. Donc c'est une génération qui a plutôt bien vécu. En fait, la Terre se réchauffait un peu, mais ça ne gênait pas trop. Puis là, ils sont proches de quitter la Terre et ils vont la quitter plutôt dans de bonnes conditions. Enfin, il y a des canicules, en ce moment il fait super chaud, mais si on est dans un pays riche et si on fait partie de la classe moyenne, en gros, on ne va pas trop en souffrir. Donc, en gros, c'est la seule génération qui partira de la planète Terre dans plutôt de bonnes conditions, en particulier dans les pays riches. La barre, l'horizontale du milieu, c'est ma génération, c'est votre génération, ce sont les actifs. Et donc nous, dans mon cas, pour arriver à l'âge de ma mère, c'est le petit bonhomme là qui est tout rouge. Donc si jamais ça se produisait, parce que rien n'est garanti, ça serait dans de très très mauvaises conditions. Plus c'est grenin, plus c'est rouge foncé, plus c'est mauvais. Mais le pire, ce n'est pas notre génération. Le pire, ce sont les enfants qui sont en train de naître maintenant, là, dans la maternité la plus proche d'ici. Le pire, c'est la génération de mon fils. Et les chances pour que... Il se trouve que mon fils est né en 2020. Les chances pour que mon fils puisse un jour atteindre l'âge de sa grand-mère, l'âge actuel de sa grand-mère, sont proches de 0 avec les politiques actuelles. Mais vraiment proches de 0. Alors bien sûr, la modélisation ne permet pas de dire c'est 0,2 ou moins 0,2, mais en fait, la situation est très très grave. Et la seule chose qui nous reste à nous qui sommes présents ici, c'est d'éviter ça. Parce que la question n'est plus de continuer à faire de l'argent et de faire des plans, etc. La question pour nous est de garantir qu'on va de ne pas être la première génération qui va réduire l'espérance de vie des générations qui viennent derrière nous. C'est vraiment une question d'espérance de vie pour les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui. Et pour éviter ça, pour essayer d'être des ancêtres, et pourquoi pas de bons ancêtres, donc on devrait tous travailler, tous partout où nous sommes, pour essayer d'être dans la partie basse du graphe d'en haut, où la vie serait difficile, mais il y aurait quand même vie sur Terre. Dans beaucoup d'endroits sur Terre, la vie serait encore possible. Et donc, que cette génération-là, que ces enfants qui sont en train de naître, qu'une partie d'entre eux puissent vivre sur Terre. Et c'est là où intervient la sobriété. Pour être là-dedans, pour être dans l'objectif du 1,5 de l'accord de Paris, on sait que ça ne pourra pas se faire si on n'intègre pas la sobriété. Or, le grand défi que l'on a aujourd'hui, c'est que la sobriété, qui est un concept ancestral, qui remonte à la civilisation grecque pour nous, et qu'on retrouve dans toutes les civilisations, n'est pas dans les politiques. Donc l'objectif de neutralité carbone que l'on a dans nos pays n'intègre pas du tout la sobriété. Que ce soit la Suisse ou l'Union européenne, nous, Français, on dépend de l'objectif européen, ce n'est pas dedans. La France est le seul pays de l'OCDE qui intègre le mot sobriété dans sa loi sur la transition énergétique de 2015, mais ça ne veut pas dire qu'on est allé dans le sens de la sobriété. Au contraire, lorsqu'on regarde les textes de loi qui ont été votés depuis 2015, on a fait beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la sobriété. Et pourtant, la France, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il faudrait que des historiens regardent plus en détail, c'est le premier pays qui a connu un scénario où un scénario sobriété énergétique a été fait dès 1979. Et, tenez-vous bien, il a été fait par des collègues du ministère du Budget, le budget qui fait aujourd'hui partie du ministère de l'Économie et des Finances. Chose impensable avec les responsables que l'on a aujourd'hui au ministère des Finances et de l'Économie. Donc ce scénario-là a été fait en 1979, un scénario sobre en énergie pour la France. Et en France, on parlait jusqu'à un passé récent principalement que de sobriété énergétique, alors que la sobriété concerne toutes les ressources naturelles. Ce scénario-là, j'ai rencontré l'une des personnes qui avait dirigé cette étude. Il m'a expliqué que quand leur scénario, quand ils ont fini leurs travaux, quand c'était sorti,
c'était au moment où on lançait notre parc nucléaire, donc il a été mis dans un casier. Ce scénario est inconnu. Moi, je ne connaissais pas ce scénario-là avant l'année dernière. Et le scénario que l'on connaissait en France, c'est ce qu'on appelle le scénario Négawatt, qui a été développé en 2003. Donc nous, on pensait que c'était Négawatt qui avait introduit la sobriété, le concept de sobriété énergétique dans les scénarios en France. Mais en fait, c'était le ministère du budget à l'époque. Mais ça n'avait pas été pris en compte. Et puis, alors pourquoi il faudrait de la sobriété? Parce que d'abord, la sobriété, ce qu'il faut comprendre, on parle souvent, en particulier en France et dans donc, la bulle francophone en Europe, on parle de sobriété uniquement sur le plan énergie, justement parce qu'il y a eu ces scénarios-là, mais aussi parce qu'au milieu des années 90, le premier texte qu'on a pu retrouver sur la sobriété énergétique, c'est un collègue allemand, Wolfgang Sachs, qui l'avait produit, et lui, il avait regardé à l'époque, on ne parlait pas de transition, à l'époque, il parlait du facteur 4 ou du facteur 10. Et donc, il avait regardé comment est-ce que l'Allemagne pourrait atteindre le facteur 4 ou 10. Et il s'est rendu compte que, avec l'efficacité et le renouvelable, ça ne serait pas suffisant. Et donc, il a dit qu'il fallait quelque chose d'autre. Il appelait ça sobriété. Sobriété en anglais, en allemand, c'est sufficiency. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, ça n'a pas volé haut en Allemagne, mais ça a traversé la frontière française. C'est comme ça que c'est tombé dans les oreilles de ceux qui ont constitué l'association Négawatt. Et c'est comme ça qu'eux ont développé d'abord un manifeste Négawatt qui est basé sur sobriété, efficacité renouvelable. Et puis, ils ont développé leur premier scénario. La France est le seul pays de l'OCDE et même dans le monde où aujourd'hui, on a 4 scénarios qui sont basés sur la sobriété. Il y a celui donc, de la société civile fait par Négawatt. Il y a ceux faits par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou aujourd'hui qui s'appelle l'Agence de la transition écologique. Il y a ceux faits par RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité, quelque chose qui doit vous parler à vous en France. Et puis il y a un autre scénario, il me semble que c'est EDF qui s'est mise à faire aussi un peu de sobriété. Ce qu'il y a d'intéressant dans tous ces scénarios-là, ils convergent sur une conclusion, ou ils confirment un concept théorique, c'est que sans sobriété, on ne va pas s'en sortir. J'écoutais tout à l'heure la nécessité de connecter votre réseau électricité au réseau européen. Bien sûr qu'il faudra ça, mais ça ne sera pas suffisant si on n'a pas de sobriété en Europe et s'il n'y a pas de sobriété en Suisse. Aujourd'hui, au niveau de l'Union et au niveau de la Suisse aussi, j'ai regardé, il n'y a pas un seul texte de loi qui partirait de la sobriété. Après, en France, il y a eu une incompréhension de ce qu'est la sobriété. Donc, c'est arrivé par des ingénieurs énergéticiens, un peu le profil que j'avais avant. S'il n'y a pas de politique derrière, on se retrouve tout de suite à réduire la sobriété au changement de comportement des individus. Or, justement, pour le rapport du GIEC, on a quantifié ça. Le changement de comportement des individus ne jouera pas un rôle très important. Bien sûr qu'il vaut mieux intégrer ces conditions-là au point de vue des individus, sauf que ce qu'on apprend de la théorie sur la sobriété, donc d'un point de vue théorique, la sobriété, elle est dans plusieurs disciplines scientifiques, et c'est pour ça que j'avais eu beaucoup de difficultés au début, quand je travaillais sur le rapport du GIEC, à trouver une définition qui fonctionnerait bien, parce qu'en fait, en fonction de la discipline dans laquelle le thème est discuté, il l'aborde d'une façon ou d'une autre. Et en philosophie, la sobriété, il se trouve que c'est un Américain qui a introduit ça, Harry Frankfurt, 87, si je me souviens bien. Donc lui, il explique que la sobriété, c'est une théorie de justice distributive basée sur l'équité. Lui, il dit que ce qui compte, c'est pas l'égalité, mais ce qui compte, c'est de garantir que chacun d'entre nous a suffisamment pour bien vivre. Ce n'est pas pour mieux vivre, mais pour bien vivre. Il y a une différence entre les deux, parce que dans le mieux vivre, c'est toujours comparatif. Vous allez voir votre voisin qui a un autre truc, vous allez dire si je vais avoir ce que mon voisin a, donc on essaye toujours d'aller... Mais dans le bien vivre, donc en fait on définit ce qu'est le bien vivre. Et ensuite, c'est ça qui est introduit dans certains milieux francophones, on parle de suffisance, mais en fait la sobriété, ce n'est pas la suffisance, ça va plus loin. Donc ça fait la limite inférieure, garantir que chacun d'entre nous a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Dans le jargon européen de Bruxelles, on parle de l'accès aux services essentiels pour tous. Mais dans les services essentiels, il y a aussi les loisirs, parce que les gens pensent tout de suite la nourriture, le logement, mais en fait, il y a aussi les loisirs, il y a l'éducation, la culture, etc. On a besoin de tout ça pour bien vivre.
Et ensuite, du côté des sciences politiques et des sciences sociales, on apprend que la sobriété, c'est un principe d'organisation des sociétés. Donc en fait, c'est vraiment du collectif. Et c'est confirmé. Après, en sciences politiques, on apprend que ce sont des politiques. Donc ce n'est pas les individus. Et la combinaison des deux donne que les normes sociales, notre façon de vivre aujourd'hui, en fait, elles sont conditionnées en vérité par les infrastructures mises en place qui sont poussées ou autorisées par le politique. Donc si ce n'est pas l'individu, comme c'est compris en France, et comme c'est compris souvent, mais c'est vraiment le collectif. On doit se poser la question de dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut être la dernière génération à vivre sur Terre, et peut-être à partir pour certains dans de bonnes conditions? Ou bien est-ce qu'on veut continuer dans notre héritage d'être des ancêtres et donc de donner une chance aux enfants qui sont en train de naître, de grandir sur Terre et de vivre sur Terre, de jouer leur rôle sur Terre? C'est vraiment une question que l'on doit se poser en tant que société. Et puis après, on apprend dans les sciences économiques que la sobriété, elle nous impose de prendre en compte dans la théorie économique la physique. Aujourd'hui, tous les modèles que nous avons, c'est des modèles, le modèle économique, les modèles d'affaires, les politiques que nous avons, sont basés plutôt sur le premier principe de la thermodynamique qui dit que, en gros, rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est de là que vient l'économie circulaire, l'économie régénérative, etc. En fait, on oublie une chose, c'est l'entropie, qui est le principe 2 de la thermodynamique. Et l'entropie nous alerte que quand vous transformez quelque chose, vous n'avez pas la même qualité, vous avez autre chose. Vous n'avez pas ce que vous aviez au départ. Et à chaque fois que vous transformez quelque chose, ça veut dire en fait que vous créez quelque chose de nouveau. Et donc vous avez besoin à nouveau de ressources. Et donc vous mettez la pression sur la planète Terre. Et ça, c'est dans la théorie, mais ce n'est pas pris en compte dans la théorie économique, du moins dans l'économie, dans la théorie dominante. Et tout ça doit se faire, donc, étant donné la crise écologique. On parle souvent de la crise du changement climatique et de la crise climatique et de la décarbonation. Je pense que c'est un très, très mauvais point d'entrée qui nous amène justement à discuter des solutions qui existent déjà au lieu de nous poser la question essentielle qui est celle des besoins. Et en anthropologie, en psychologie, en fait, on parle plutôt de besoins. Donc on revient à nouveau vers la philosophie qui nous dit qu'il faut garantir que les besoins de tous sont satisfaits. Et ces besoins-là, les besoins essentiels sont les mêmes, que l'on soit à Paris, à Dakar ou ici, c'est la même chose. Ce qui a beaucoup changé, la grande différence, c'est comment ces besoins-là ont été satisfaits. Nous, la plupart de nos besoins sont satisfaits. Dans les autres pays, leurs besoins essentiels, même le logement, n'est pas satisfait. L'accès à l'énergie, à l'électricité, au chauffage, à la lumière, n'est pas satisfait dans beaucoup de pays. Mais on commence à voir dans nos pays aussi beaucoup de précarité qui exclut de plus en plus de gens. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'on ne l'a pas suffisamment appris, je pense, dans nos écoles, c'est que la paix que nous avons connue en Occident est un privilège. Ce n'était pas la paix partout. Pendant que nous vivions, pendant que nous sommes en paix, il y a la guerre juste à côté. Cette paix-là a été possible parce que nos sociétés se sont organisées autour de principes démocratiques qui nous permettent de vivre tous ensemble. Et en fait, la sobriété, en vérité, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que la sobriété, c'est un chemin pour qu'on puisse se réapproprier notre citoyenneté. Pourquoi ? Parce que depuis les années 20, on retrouve ça dans les historiens de l'économie, montrent ça très bien. Depuis les années 20, en fait, il y a eu une grande influence de l'école autrichienne de l'économie quand ils sont passés aux États-Unis. Et cette école-là nous a fait passer du citoyen au consommateur. Nous, la compagnie du métro qui gérait le métro à Paris, qui gère toujours le métro à Paris, enfin non, qui gérait avant, la RATP, autrefois nous étions des usagers, quand j'étais enfant, on était encore des usagers de la RATP. Aujourd'hui, nous sommes des clients de la RATP. Ce n'est pas du tout le même rapport. Si vous êtes client, c'est votre carte bancaire qui décide de vos droits, de ce à quoi vous avez accès. Si vous êtes usager, donc c'est une décision collective de la société. C'est ça que ferait la sobriété. Et elle va bien au-delà de la question énergie, elle concerne toutes les ressources naturelles. En mettant ensemble tous ces bouts-là que j'ai pu retrouver dans les différentes disciplines et en philosophie, j'étais arrivée à cette définition, je l'ai reprise en anglais parce que dans le rapport du GIEC, c'était en anglais. La sobriété, en fait, c'est un ensemble de mesures politiques et de pratiques du quotidien
Encore une fois, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le changement de comportement, bien que la France, qui est le pays, entre guillemets, le plus avancé sur la question, focalise sur le changement de comportement. Et ce que font ces politiques-là, c'est qu'elles évitent en amont la demande dans toutes les ressources naturelles. Un exemple que je pense est très facile et très parlant pour tout le monde, c'est la question de la mobilité. Donc nous avons tous un besoin de mobilité. Vous avez eu besoin de venir ici, de là où vous étiez. On ne discute pas de pourquoi est-ce que les individus, on ne doit pas se permettre, s'autoriser de discuter de pourquoi l'individu X a décidé à un instant T d'aller d'un point A à un point B. Ça, c'est la liberté individuelle, on ne doit pas y toucher. Mais la réponse qui a été apportée à notre besoin de mobilité, qui est un besoin commun que l'on partage avec le reste des êtres humains, et pas que d'ailleurs, avec d'autres espèces aussi, toutes celles qui peuvent bouger, la réponse qui nous a été apportée en particulier à partir des années 20, ça a été la voiture individuelle. Et donc, toutes nos politiques liées, elles sont liées, on parle de politique de transport et pas de politique de mobilité en général, et donc elles sont liées, aujourd'hui quand on parle de décarboner le secteur du transport, transport est une industrie, ça ne répond pas directement aux besoins, ce n'est pas le besoin des individus, c'est une façon de répondre à un besoin, et bien elles ont porté sur, par exemple, si je reste dans la voiture, sur la voiture individuelle. On a d'abord fait de l'efficacité énergétique sur la voiture individuelle et aujourd'hui, on essaye de les faire passer en électrique. Et on ne se pose pas, dans nos politiques, on ne se pose pas la question de le besoin. Si on partait du besoin, eh ben, on se rendrait compte que pour aller d'un point A à un point B, ce n'est pas nécessairement toujours la voiture la solution. Il y a des situations où c'est la voiture et souvent, là où c'est la voiture, par exemple pour faire le trajet domicile-travail, c'est parce qu'on a eu un étalement urbain, on a eu des politiques qui ont encouragé la dépendance à la voiture. Et on a fait ça parce qu'à un moment donné, on a eu une industrie de l'automobile et on est rentré dans un cercle vicieux. Ce qu'il faudrait, pour mettre en place de la sobriété, il faudrait qu'on sorte du cercle vicieux que cette école néoclassique nous a imposé à partir des années 20. Pourquoi il faut faire de la sobriété ? Alors la sobriété toute seule ne suffira pas. Il faudra continuer à intégrer les renouvelables, l'efficacité, etc. Parce que sans sobriété, aujourd'hui malheureusement on est sûr, nos enfants n'ont aucune chance de grandir un jour. Enfin, nous n'avons pratiquement aucune chance d'être des ancêtres, et encore moins de bons ancêtres. Donc la balle est vraiment dans notre camp, en particulier de tous les décideurs qui sont ici ce soir et des décideurs qui soient politiques. Toute personne qui a le pouvoir de décider, et je pense que dans les démocraties, tous les citoyens ont un pouvoir indirect de décision, c'est nous qui déciderons, nous prenons tout ce que nous faisons aujourd'hui, soit la continuité de la vie sur Terre, soit la réduction de l'espérance de vie de nos enfants. Voilà, je vais m'arrêter là. Madame, merci beaucoup pour votre exposé passionnant. On va ouvrir la partie questions avec l'Assemblée. Moi, j'ai pris quelques notes, donc je n'ai pas pensé à poser mon portable. Il faut y renoncer, en fait, pour un peu plus de sobriété. Non, pas nécessairement, en fait. Il faut se poser la question de pourquoi vous l'utilisez et comment vous l'utilisez. Parmi les choses auxquelles on devrait renoncer, tous ceux qui font du vidéo streaming, en fait. Regarder des vidéos parce que vous vous ennuyez dans le train, quelque chose comme ça. Pendant longtemps, on n'avait pas ça. Qu'est-ce que vous faisiez dans le train? Vous lisiez, vous jouiez, peut-être vous reposiez, par exemple. Prendre le temps de se reposer, c'est important aussi. Donc la sobriété, ce n'est pas un renoncement. C'est ça qu'il faut comprendre. La sobriété, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez envie, je ne connais pas votre situation, d'être un ancêtre, ou même si vous n'avez pas vous-même des enfants, est-ce que vous avez envie de vous dire moi, je n'empêche pas les enfants qui sont en train de naître maintenant de pouvoir vivre sur Terre et d'être fiers de vous, ou alors vous avez plutôt envie de vous dire moi, je m'en fous, je vais aller faire de la plongée. Je l'ai fait, je donne cet exemple-là parce que je l'avais fait à Bali. Je vais aller à Bali faire de la plongée. Je n'en avais pas vraiment besoin, quoi. Ça ne faisait pas partie d'un besoin fondamental, mais je l'avais fait il y a 20 ans, je l'avais fait. Donc j'avais suivi le groupe dans mon club de plongée. Tout le monde allait à Bali pour passer le stage, pour passer l'examen. On aurait très bien pu le passer en France. C'était complètement ridicule. Mais à l'époque, je ne m'étais même pas posé la question à quel point est-ce que c'était ridicule ou pas.
Vous voyez? Et donc, c'est ce genre de questions que la sobriété nous impose de nous poser individuellement et collectivement. Donc, ce n'est pas vous dire n'utilisez plus votre téléphone ou ne partez pas en vacances ou des choses comme ça. Au contraire, le téléphone, c'est un outil de communication. Donc, vous, en tant qu'être humain, vous avez besoin, votre besoin, c'est de communiquer avec vos semblables, peu importe de quoi, sur quoi vous communiquez. Si le seul moyen de communiquer, c'est le téléphone, c'est très bien. Mais s'il y a autre chose, pensez à autre chose. On va ouvrir les questions avec l'Assemblée. On a deux collègues, deux event managers qui sont avec des micros. Comme ça, si vous êtes au fond, vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? S'il y a une main là. Ouais. Parfait. Mon nom est Rossa. Merci de cette fantastique présentation. J'aimerais vous demander, est-ce que vous voyez l'ombre d'un début, d'un commencement, d'une amorce, d'un changement de mentalité? Vous dites que dans tous les plans que vous connaissez, le mot sobriété n'apparaît pas. Ce qu'on constate, et parlons des besoins, le nombre de besoins qu'on peut considérer comme inutiles n'arrête pas de croître. Parlons de l'intelligence artificielle pour tout et chacun. On n'a absolument aucun besoin d'utiliser ChatGPT pour chercher quelque chose sur Google, mais la consommation liée à l'intelligence artificielle explose. Hein. Les serveurs, Microsoft a activé une centrale nucléaire. Donc, à mon avis, franchement, est-ce que vous avez de l'espoir? Alors moi, j'ai appris à être positive et à se battre. Et donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est le plus beau combat de la vie, parce que c'est un combat pour la vie, pour la continuité de la vie. Je pense que le plus bel héritage que nous avons eu, c'est le fait d'être là aujourd'hui. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Donc du coup, ce qu'on a fait, alors lorsqu'on regarde ce qui se passe d'un point de vue politique, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut une révolution intellectuelle, scientifique. Il y a aussi un combat en sciences. Pour intégrer la sobriété dans le rapport du GIEC, il a fallu se battre. Jusqu'à la dernière minute, on pensait qu'elle n'y serait pas. C'était supprimé. Puis finalement, c'était revenu dans le résumé pour décideurs. Il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Il faut se battre, il faut se mettre en réseau pour gagner. On ne pourra pas gagner tout seul. Enfin, une personne toute seule ne peut pas gagner, ne peut pas transformer le monde, parce qu'en fait, il s'agit de transformer le monde et surtout de transformer les décideurs. Et pour ça, nous, ce qu'on a fait, on a créé le Laboratoire mondial des sobriétés. Il est basé à Paris, mais avec des laboratoires nationaux. Et d'ailleurs, le premier laboratoire qui s'est créé, c'est le laboratoire suisse. Je vous invite, si vous êtes intéressé par la question, à vous rapprocher de mes collègues. Donc ça devrait être annoncé, ils viennent de lancer la procédure de création. Parce qu'en fait, la sobriété, il faut contextualiser. Donc on a l'impression comme ça que nous sommes tous pareils, c'est le monde occidental, c'est les pays de l'OCDE, on est tous pareils, on est tous européens. Mais en fait, c'est vrai pour des technologies, on les utilise à peu près de la même façon, mais ce n'est pas du tout vrai pour la sobriété, puisque la sobriété, c'est une question de démocratie. Donc votre démocratie fonctionne différemment de la démocratie française. Donc il faut contextualiser la sobriété pour commencer à gagner des batailles. Il faut se mettre en réseau, c'est ça qu'on essaye de faire, et contextualiser, comprendre et parler le langage des citoyens. Moi, je suis toujours choquée de voir qu'on utilise encore des termes très scientifiques, etc. Il faut parler ce qui compte aux citoyens. Moi, je suis allée à Paris, en banlieue parisienne. On a une association qui s'appelle Banlieue Climat. Et j'étais invitée à parler à des mamans. Elle m'avait dit, la dame qui m'avait dit, bah oui, tu es maman, tu vas parler à des mamans de la question de l'alimentation et le climat. Bon. Et je suis allée, j'avais rien préparé, puis en discutant avec les mamans, donc les mamans m'ont dit, mais en discutant avec elles, on a parlé des inégalités entre Paris et la banlieue, et je leur ai donné comme exemple, à Paris, les cantines scolaires, elles sont 100% bio. À Paris, les couches pour les enfants dans les crèches sont 100% bio. Et je leur ai dit, mais est-ce que, parce qu'elles m'ont demandé quoi faire, je leur ai dit, est-ce que les fesses de mon fils valent plus que les fesses de vos enfants? Ben non. Est-ce que l'estomac, le corps de mon fils, vaut plus que l'estomac et le corps de vos enfants? Ben non. Il faut vous battre pour ça. Donc à Paris, il y a eu une transformation qui s'est enclenchée.
Et la transformation, elle ne peut être que politique. Donc il faut des leaders, il faut des gens qui vont prendre des risques. Et peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes décideurs, vous ne prenez pas des risques énormes et que vous y alliez. Mais il faut y aller, parce que c'est une question de vie, quoi. Donc moi, je vous encourage à y aller. Ce n'est pas facile tous les jours. Et si vous avez envie de vous mettre en réseau à travers le laboratoire des sobriétés suisses, donc eux, ils vont produire, le laboratoire des sobriétés produit des recommandations politiques. C'est ça notre objectif, de produire des recommandations politiques basées sur la science. Mais ensuite, il faut amener, ce n'est pas suffisant, il faut les amener dans le débat public, etc. Et ça, c'est vous, c'est chacun d'entre vous qui peut le faire, qui peut s'en saisir. Voilà moi ce que je peux vous dire. Donc je sais que la situation est grave, mais la sobriété me donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que moi, pour le rapport du GIEC, j'avais calculé quelle est la contribution de la sobriété pour décarboner le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, on a fait le calcul pour l'Union européenne, on l'a fait aussi pour la Suisse. Eh bien, la sobriété toute seule n'est pas suffisante, mais elle nous permettra de nous mettre dans une trajectoire où on pourrait se regarder fièrement dans une glace tous les matins. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On ne voit pas très bien d'ici, il y a trop de lumière. Merci. Merci pour votre présentation, Richard Busset. J'ai une question pour revenir à votre premier graphe qui est très inquiétant. Vous avez parlé de température moyenne mondiale. Mais on sait, à ma connaissance, en Suisse, on est déjà en hiver à plus 1,7 degré et 2,7 degrés en été. Alors, quelles seront les conséquences directes pour la Suisse qui ne suit pas forcément l'augmentation mondiale? Et puis, une deuxième question, peut-être est-ce qu'on ne va pas arriver à s'en sortir sans la captation du CO2, et est-ce qu'on ne devrait pas investir dans des solutions pour capter ce CO2? On parle, je crois, de 6 gigatonnes par année à capter. Alors, merci pour votre question. En fait, l'Europe fait partie des continents qui se réchauffent très très vite. Et parmi les conséquences que l'on va avoir en Europe, il y a un glacier qui est tombé chez vous. Donc ça va devenir de plus en plus fréquent. Là, cette fois-ci, la Suisse étant un pays riche et bien organisé, ils ont réussi à faire évacuer les gens rapidement, donc il n'y a pas eu de dégâts humains. Mais il y a probablement eu des dégâts matériels, mais c'est quand même un choc de vivre ça, quoi, de devoir quitter son village parce qu'il y a un glacier qui vous tombe dessus. Mais ce qu'on va vivre en Europe, c'est que d'abord, l'Europe telle que nous l'avons connue, elle n'existera plus. Moi, le père de mon fils voulait que mon fils prenne des cours de ski. Je trouve ça complètement ridicule parce que je lui dis, il ne va jamais skier, mon fils. Enfin, quand il sera grand, il ne pourra pas skier. C'est complètement ridicule. Mais il m'explique que dans sa famille, parce qu'ils habitent à côté des Alpes, les enfants, on les met sur les skis à l'âge de 2 ans. Oui, c'était dans les années 60, ça. C'est plus le cas. Donc, en fait, les glaciers vont fondre. On va avoir un problème d'eau. Là, en ce moment, on va avoir de plus en plus de chaleur, de canicule ou de périodes très chaudes. En ce moment, il fait très, très chaud, par exemple, en France et dans plusieurs parties de l'Europe. Et on va très probablement avoir un problème d'eau. Il y a des endroits où il y a des problèmes d'eau. Aujourd'hui, on arrive à s'en sortir parce que ce n'est pas partout. Et donc, du coup, on arrive plus ou moins à gérer la situation parce que nous sommes quand même des pays de la performance où on arrive à gérer des situations complexes. Lorsqu'on aura des problèmes d'eau sur l'ensemble du territoire européen, on pourra moins gérer. Notre performance, point de vue gestion, nous aidera beaucoup moins. Et lorsque le problème de l'eau va s'accentuer, on aura un problème de production de nourriture. Aujourd'hui, nous sommes autosuffisants, nous produisons même trop. On aura un problème de nourriture qui va se produire beaucoup plus tôt que tout ce qui avait été imaginé auparavant parce que ça se réchauffe à une vitesse plus importante. Alors, pour revenir à... C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, en fait, parce que ça va très vite. Ce n'est pas linéaire, ça va plutôt en exponentiel en ce moment. Pour revenir à la question sur les technologies de captage et de stockage, moi, un truc qui m'avait choqué quand j'ai regardé pour mes collègues du laboratoire suisse les objectifs climatiques de la Suisse,
eh bien, la Suisse a prévu de devenir neutre en carbone en 2050 en considérant les émissions négatives, donc le captage et le stockage des émissions, mais qui ne va pas se produire sur votre sol. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'allez pas être embêté. Ça va se produire ailleurs. Moi, j'étais choquée qu'il y ait eu que ça soit écrit, quoi. J'avais toujours pensé que l'histoire du captage et du stockage, je savais que quelque part, ils l'avaient imaginé, nos décideurs, que ça n'allait pas se produire chez nous. Donc, ils ne vont pas nous embêter, nous. Mais c'était la première fois que je lisais ça, que c'était écrit. Le problème, c'est que toutes ces solutions-là technologiques, on ne peut pas les faire à l'échelle. Ça fait à peu près au moins 20 ans que l'industrie des énergies fossiles nous dit qu'ils vont pouvoir capter et stocker, mais il y a eu beaucoup d'argent public mis là-dedans et ça a été plutôt que des échecs. Donc déjà, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On ne peut pas faire du stockage partout. Et donc, comment est-ce qu'on va faire le stockage? Comment est-ce qu'on va faire pour aller prendre les terres des autres? Parce qu'il n'y a pas d'espace inhabité, ça n'existe pas. Ça, c'est une histoire qu'on nous a racontée, mais ça n'existe pas, ça. Et en plus, les autres sont plus nombreux que nous aujourd'hui. Donc, on ne va pas pouvoir prendre de l'espace ailleurs. Comment est-ce qu'on va faire? Les technologies, ce n'est pas une technologie qui permet de régler le problème, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va continuer sur notre modèle actuel. Le captage et le stockage, en vérité, c'est un gros mensonge vis-à-vis des jeunes générations, parce que ça veut dire la continuation du modèle actuel, la continuation des énergies fossiles. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Et alors que la sobriété, c'est éviter en amont, et l'efficacité, c'est réduire. Et puis après, il faut remplacer par les renouvelables. Donc en fait, moi personnellement, je pense que tous les chiffres convergent vers ce que nous sommes nombreux à dire depuis un moment, que ça c'est un mensonge et c'est même une trahison vis-à-vis des enfants qui sont en train de naître. Et en plus, à chaque fois que vous avez ces technologies-là, en fait, elles demandent beaucoup d'énergie, hein. Il faut beaucoup, je n'ai pas le temps de vous expliquer l'ensemble du cycle, mais regardez en ligne, vous allez voir, ça demande beaucoup d'énergie. Donc non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça consomme énormément d'énergie et on ne pourra pas en faire partout. Et c'est pour ça, je pense que les pouvoirs publics suisses ont décidé d'aller en faire ça quelque part, mais ils n'expliquent pas où pour le moment. Quel territoire allez-vous coloniser pour continuer à utiliser donc ça, ce n'est pas écrit encore. Avec M. Nordman. Merci Madame. Je pose ma question ici, non pas comme membre du conseil d'administration du groupe E, mais comme ancien politicien qui a fait 20 ans de politique énergétique dans le climat et l'énergie. J'ai beaucoup essayé de prendre des mesures. On a eu un certain effet par les renouvelables et par l'efficacité. En gros, en 13 ans, on a eu moins 23% d'émissions depuis le territoire suisse. On a un certain effet. On n'a presque jamais réussi à faire passer démocratiquement des mesures de sobriété. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. On a un système politique qui est complètement différent. La seule mesure vraiment substantielle d'autolimitation qu'on a proposée, c'était la taxe sur les billets d'avion qui a échoué. On a obtenu, dans ce sens, le rejet d'une proposition d'extension du réseau autoroutier. Donc, on a évité de nuire. Mais ma question fondamentale, c'est, au fond, comment vous voyez le processus démocratique qui pourrait arriver à ce qu'on ait un vrai mouvement sociétal, un vrai mouvement de société qui bouge? Moi, j'arrive personnellement à la conclusion, c'est ça à quoi j'aimerais vous confronter, qu'il faut, ce qui est possible de faire de façon raisonnable sur le plan technique, il faut le faire sur le plan technique, ça permettra de réduire 2/3 des émissions. Il reste un dernier tiers où les changements de comportement, donc la sobriété, par exemple prendre moins l'avion, seront incontournables, mais qu'on arrivera seulement à convaincre les gens de le faire si, au fond, préalablement, ou en tout cas en parallèle, on prend aussi toutes les mesures techniques possibles. Alors la sobriété, ce n'est pas anti-technologie, ce n'est pas anti-technique. C'est juste que sans sobriété, on n'y arrivera pas. La technologie toute seule, on le sait, on a des preuves aujourd'hui de la plupart des pays riches qu'on n'y arrivera pas. Il y a deux choses à prendre en compte. C'est qu'en fait, on n'est plus dans les années 90 où on avait le temps. Aujourd'hui, tout va à une vitesse, le réchauffement va à une vitesse extrême. Là, on ne parle que de la partie réchauffement, mais il y a toute la partie biodiversité. En vérité, c'est une crise systémique, une crise écologique, pas juste une crise climatique.
Comment arriver à faire ça? Moi, je pense, ce que je conseille chez nous, ce dont je rêve, c'est d'avoir, moi je suis française, donc je dépends des politiques européennes, c'est d'avoir une convention citoyenne européenne, par exemple. Vous pouvez faire ça à votre échelle, c'est beaucoup plus facile à faire. Une convention citoyenne où on va discuter de l'état de la planète, de ce qu'on a fait, des solutions qui ont été mises en place, pas juste la question sobriété, et par exemple la question du captage et du stockage. Lorsque vous expliquez aux citoyens, et on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat en France, un citoyen qui comprend bien ce qui se passe, eh bien, c'est un citoyen qui va aller vers la solution qui lui permettra de continuer à vivre et à bien vivre. Ce n'est pas un citoyen qui va choisir le captage, le stockage de carbone. Le captage et le stockage du carbone, c'est ce que l'industrie, il y a tout un discours derrière, et ils ont l'argent, le marketing, etc. Mais le citoyen, il n'a pas accès à l'information. On parle de l'asymétrie de l'information. Et donc, il faut aller vers le citoyen et parler la langue du citoyen. Donc, au lieu d'aller expliquer le captage et le stockage de façon stratosphérique pour le citoyen, de façon scientifique, il faut aller expliquer de façon simple. On peut tout expliquer de façon simple. Et d'ailleurs, il n'y a que les choses qu'on arrive à communiquer dans notre langue avec des citoyens qui n'ont pas notre niveau, qui ne sont pas des scientifiques, qu'on a vraiment bien compris. Et si on fait ça, au niveau des pays, ben vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement révolutionnaire. Alors, je parle de révolution sans aller couper les têtes, parce que je viens d'un pays où on a coupé la tête, donc ce n'est pas de ça que je parle. Hein. On va avoir un mouvement citoyen. Surtout, moi, ce que je comprends de votre démocratie, c'est que c'est plus possible chez vous que chez nous. Parce que chez nous, quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, ça a créé un mouvement. C'est des citoyens qui n'avaient pas les connaissances que moi je peux avoir sur la question climat, mis ensemble pendant plusieurs mois. Ils ont travaillé, ils sont arrivés avec plusieurs propositions. Malheureusement, le président de la République a trahi. Il n'a pas repris leurs propositions. Il y a une proposition, c'est l'un des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps, la rénovation énergétique des bâtiments. Donc il y a plein de mesures incitatives, etc. Et moi, depuis toujours, je dis, par le calcul, je démontre que la seule façon de faire de la rénovation du bâti, c'est de la rendre obligatoire. Et à chaque fois, on me dit, mais ça ne va pas, tu touches à la liberté individuelle. Mais non, ce n'est pas la liberté individuelle. Ça, c'est parce que derrière, il y a des vies humaines, en fait. Il faut sauver des vies humaines, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, la Convention citoyenne pour le climat, elle est venue avec une proposition de rendre la rénovation énergétique obligatoire. Vous pensez bien qu'Emmanuel Macron a bien dormi dessus depuis. Votre démocratie est différente de la nôtre. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer ce mouvement citoyen, aller parler avec les citoyens, faire des conventions citoyennes avec les citoyens, expliquer les choses, expliquer ce que la sobriété peut apporter. Et la sobriété, elle n'est pas anti-technologique, comme c'est compris par beaucoup de gens. Sobriété, ce n'est pas le changement de comportement. Le changement de comportement, c'est ce qui arrive en bout de chaîne. Sobriété, ce sont des pratiques sociales qui sont enclenchées par les infrastructures, les politiques que nous avons. Et là, je pense qu'on gagnerait un peu de temps. Merci beaucoup, Madame Saeb. Merci pour votre message inspirant. J'espère effectivement que vous serez entendus. En tout cas, de notre côté salé, c'est un de nos engagements clients, la sobriété énergétique. En guise de remerciement, mais aussi pour votre intervention ce soir, mais aussi témoignage de reconnaissance pour votre engagement, pour ce que vous faites, eh bien, on vous remet ce cadeau. Merci beaucoup. Et on peut encore vous applaudir chaleureusement. Merci. Merci.